À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier. Boker Tov, en Israël, l'hypothèse d'une action militaire américaine contre l'Iran est prise très au sérieux. Oui, Ilana, dans les milieux politiques et sécuritaires, l'évaluation est claire. Toute frappe américaine exposerait directement Israël à des représailles iraniennes. Les échanges entre Jérusalem et Washington sont constants. Les autorités israéliennes présentent aux Américains leur capacité de défense, notamment dans le domaine antimissile, et coordonnent les scénarios de crise. La position israélienne reste ferme. Un accord diplomatique ne peut être acceptable que s'il empêche totalement l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Cela implique l'arrêt complet de l'enrichissement d'uranium, le démantèlement des capacités existantes et un contrôle strict sur la durée. Sur fond des tensions entre Washington et Téhéran, le cabinet politico-sécuritaire israélien se réunira par ailleurs aujourd'hui. Oui, une réunion qui est prévue aujourd'hui à 16h au bureau du Premier ministre à Jérusalem. Un conseil qui a été avancé par rapport à la date initialement prévue dimanche. Les discussions doivent se poursuivre jusqu'à tard dans la soirée. À l'ordre du jour, donc, l'évaluation de la situation sécuritaire et les derniers développements stratégiques. Et Tsahal a annoncé l'élimination d'un terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Selon l'armée, il s'agit de l'homme impliqué dans l'assassinat de la soldate observatrice Noa Marciano, tuée alors qu'elle a été retenue en captivité. L'opération a été menée par une frappe ciblée après des violations de la trêve et des tirs contre des soldats israéliens. Tsahal précise qu'il s'agissait d'un acteur central de la cellule terroriste responsable de cet acte. La mère de Noa a réagi, je cite, « Ce n'est pas une consolation, mais justice a été rendue, au moins en partie pour elle ». Puis une action présentée comme un message clair. Les responsables des crimes du 7 octobre seront retrouvés. Et puis aussi, il faut ajouter que selon des sources israéliennes, le chef de la brigade nord de Gaza du djihad islamique palestinien, Ali al-Razena, a été lui aussi éliminé lors d'une frappe dans la bande de Gaza. Et puis on reste à Gaza justement. Tsahal accuse le Hamas d'utiliser des ambulances à des fins terroristes. Oui, selon Tsahal, des images de drones montrent des combattants du Hamas transportant armes et terroristes à bord de véhicules sanitaires dans le nord de la bande de Gaza. L'armée affirme que ces ambulances circulaient entre des sites civils sensibles, notamment des hôpitaux et des écoles, une pratique qualifiée de violation grave du droit international humanitaire. Pour Israël, ces images illustrent une nouvelle fois l'utilisation systématique d'infrastructures civiles comme bouclier opérationnel. Et on en sait désormais davantage, Olivier, sur les coulisses de l'enquête concernant une affaire de contrebande impliquant le frère du chef du Shabak. Oui, c'est un officier supérieur de la brigade Golani, commandant du 13e bataillon, qui a déclenché une vaste investigation après avoir intercepté 2 soldats de réserve en train de transporter des cigarettes vers l'intérieur de la bande de Gaza. Ce signalement initial a conduit donc à l'ouverture d'une enquête secrète sous couvert d'un ordre de non-publication. L'affaire a pris rapidement de l'ampleur, impliquant plusieurs personnes, dont Betzalel Zini, le frère du chef des services de renseignement, et révélant un réseau d'activités jusqu'à-là ignoré. Les autorités précisent que David Zini, le chef donc du Shin Bet, n'est pas concerné et qu'aucune pression n'est exercée sur les enquêteurs. Une page diplomatique. Israël et les États-Unis ouvrent un dialogue stratégique pour renforcer les liens de Jérusalem avec l'Amérique latine. Et c'est le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, qui s'est entretenu à Washington avec des ministres de plusieurs pays latino-américains, des responsables du département d'État américain et des membres du Congrès au cœur des discussions coopération économique, innovation, perspective politique, mais aussi une vision commune de stabilité et de sécurité dans l'hémisphère occidental. Ce nouveau cadre stratégique s'inscrit dans un contexte de changement politique en Amérique latine où plusieurs gouvernements pro-occidentaux ont récemment pris le pouvoir. Israël entend ainsi profiter de cette dynamique pour renforcer sa présence diplomatique et ses relations bilatérales. Et puis enfin, pour terminer, la Cour suprême met la pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou concernant le renvoi du ministre Ben Gvir. Oui, les juges de la Cour suprême lui demandent de s'expliquer sur le maintien en fonction du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, un ordre conditionnel qui a été émis après plusieurs pétitions réclamant
son limogeage. La procureure générale aura jusqu'au 24 février pour répondre. Netanyahou et Ben Gvir devront s'expliquer jusqu'au 10 mars et l'audience prévue le 24 mars devant une formation élargie de 9 juges de la Cour suprême d'Israël. Dans la coalition, la tension monte. Plusieurs ministres appellent le Premier ministre à ne pas céder. Ben Gvir, de son côté, dénonce une ingérence du pouvoir judiciaire. Nous allons jeter ensemble un coup d'œil sur la météo de ce jeudi 5 février 2026 avec des températures qui seront en légère hausse et qui seront au-dessus des normales de saison. Dans la matinée, des vents d'est assez forts souffleront dans les montagnes du nord et le ciel sera partiellement nuageux. Les températures donc prévues aujourd'hui en Israël, il fera jusqu'à 21 degrés à Haïfa, 21 degrés aussi à Tibériade, il fera 19 degrés à Tel Aviv, 18 degrés ici à Jérusalem, 21 degrés à Beersheva et il fera jusqu'à 26 degrés à Eilat. Rachel Twitou, dans quelques instants, militante et responsable du mouvement Tzav Shmoné, qui a été donc qui est sous le coup d'une procédure judiciaire, un mandat d'amener par la police, par la justice française pour complicité de génocide. Et nous sommes avec Rachel. Rachel, bonjour. Bonjour, vous m'entendez ? On vous entend, Rachel. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Je disais donc que vous êtes engagé au sein du mouvement Tzav Tesha et que vous êtes donc aujourd'hui sous le coup d'une procédure judiciaire. D'abord, Rachel, quelques mots très rapides sur Tzav Tesha. Oui, Tzav Tesha, pas Tzav Shmoné. Parce que Tzav Shmoné, c'est ça, c'est le mandat pour être réserviste à l'armée. Tzav Tesha, c'est un mouvement citoyen qui a été créé en janvier 2024 par des civils, des gens comme vous et moi, qui nous soucions de notre pays, de nos otages que nous avions encore à l'époque, du fait que nous avions nos maris, nos cousins, nos frères, les membres de notre famille mobilisés et sur le front à Gaza. Et quand en parallèle de ça, nous avions entendu par la presse israélienne, que selon les connaissances du Shin Bet, 77% de l'aide humanitaire était détournée par le Hamas une fois qu'elle franchissait les portes de Kerem Shalom. Maintenant, cette information-là, elle n'est pas tombée dans des oreilles de sourds. On ne peut pas rester indifférent à cela. Et donc, avec d'autres citoyens, des centaines d'autres citoyens israéliens, de gauche, de droite, religieux, non religieux, nous sommes partis manifester. Ça a pris de l'ampleur. Et donc, nos manifestations ont eu pour effet de mettre le sujet de l'aide humanitaire et du détournement de cette aide humanitaire sur le tapis. Et aujourd'hui, on me reproche d'avoir dit tout haut ce que aujourd'hui, l'ONU même reconnaît avec un rapport qu'ils ont publié en août 2025 qui stipule que, apparemment, selon l'ONU cette fois-ci, un peu retardataire quand il s'agit de ne pas accuser Israël, 86% de l'aide humanitaire serait détournée par des forces armées non identifiées et par le Hamas à la bande de Gaza. C'est un fait. Alors aujourd'hui, vous êtes, comme vous le dites, vous disiez par un mandat d'amener de la justice française pour complicité de génocide. Et quelle a été votre première réaction quand vous avez appris cette décision ? Et d'abord, comment l'avez-vous appris ? Alors, je vais commencer par comment je l'ai appris. Jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai rien reçu d'officiel, ni contact par l'ambassade, je suis à Tel Aviv, j'habite ici depuis 25 ans, j'ai grandi en Israël. Je n'ai reçu aucun contact officiel. C'est un journaliste du journal Le Monde qui m'en a parlé. Il m'en a parlé déjà au mois de mai pour me dire qu'il y avait ces associations terroristes, classées terroristes aux États-Unis. Une d'entre elles ou deux d'entre elles sont classées terroristes, mais en France, elles peuvent impunément déposer plainte pour terrorisme, du coup, contre des civils israéliens. C'est assez absurde. Et aussi l'UJFP. Ce sont des organisations pro-palestiniennes extrémistes. Et voilà. Donc, ils ont porté plainte contre moi. Je l'ai appris par le journal du Monde. Et dépasser donc mon choc initial, je trouve ça déjà absurde, ridicule, triste. En sachant qu'il y a énormément de plaintes en France contre des députés insoumis pour des actes avérés de terrorisme d'une part, qui ne bougent pas, qui prennent la poussière dans les bureaux du PNAT, ça ne bouge pas. Par contre, pour une citoyenne israélienne qui a osé prendre un drapeau israélien, c'est un gros crime, et d'aller manifester,
du coup, à Kerem Shalom, hein, c'est ça le problème. J'aurais manifesté à Tel Aviv ou à Kaplan, ça aurait pas été un problème. Ça, c'est un crime de guerre. Ensuite, deuxièmement, je vais vous dire, je réfléchis beaucoup à cette situation depuis donc ces derniers jours, parce que c'est évidemment ce qui occupe principalement mes journées. Et j'ai reçu un mème d'un ami à moi qui m'a dit, toi, Khamenei, il peut aller se coucher. C'est-à-dire, il y a des criminels de guerre, il y a des dictateurs, des gens qui font des choses horribles. En ce moment même, au peuple iranien, donc 40 000 personnes seraient massacrées. La France ne dit mot. Et puis, par contre, moi, j'ai juste brandi un drapeau d'Israël et j'ai été manifester un droit, un principe fondamental d'une démocratie. Moi, on me traite de criminel de guerre et voilà, c'est juste, on tombe sur la tête, le bien devient le mal devient le bien. La justice française est véritablement fait erreur complètement. Alors justement, je voudrais qu'on parle un peu plus de ça et du côté juridique, il y a aussi bien sûr Nelly Naouri qui est aussi impliquée dans cette affaire puisqu'elle a reçu le même, enfin elle n'a pas reçu, en tout cas elle est sous le coup du même mandat d'amener, hein, bien sûr. Du point de vue juridique, est-ce que vous pensez qu'il y a une base juridique dans cette accusation ? Il n'y en a aucune. J'ai consulté avant de nommer Monsieur Goldnadel, dont je remercie et j'en profite pour le remercier d'avoir saisi mon cas et de vouloir bien me représenter. J'ai consulté énormément d'avocats internationaux, des gens qui se spécialisent dans ces questions-là. Ils m'ont dit mais c'est un gimmick. Au départ, ils m'ont dit c'est un gimmick. Ils veulent absolument faire retenir le mot génocide par la France. Dans les cours internationales qui ont le droit de reconnaître et qui ont ce mandat de reconnaître un génocide. Le génocide n'existe pas parce qu'il n'y en a jamais eu, il n'y en a pas eu, il n'y en a pas. Par contre, il y en a en Iran en ce moment et personne ne s'en soucie. Encore une fois, ils m'ont tous dit que non. Par contre, ce que l'on sait, et je pense que je ne vous apprends rien, Olivier, la France en ce moment, intérieurement, la politique intérieure de la France, ils sont dans une impasse, ils ont des problèmes. On sait très bien que, voilà, encore une fois, pour les Iraniens, personne ne se retrouve à la place de la République. Par contre, quand il s'agit d'Israël, là, ça mobilise des foules, ça mobilise la gauche, la rue arabe de France. Et donc, je pense, c'est ma théorie, c'est un procès ou une tentative d'apaiser les foules en me jetant, pas sûr comme ça, comme un pauvre beefsteak. Et je ne me laisserai pas faire. Et encore une fois, c'est politique. Donc, si c'est politique, c'est principalement à Israël de me défendre et à la France de se saisir. Parce qu'on parle on parle d'une citoyenne franco-israélienne. Je n'ai rien fait de mal. Et dans les deux pays, vous m'aurez dit irano-israélienne, j'aurais compris. Mais alors française-israélienne, je suis dans un pays démocratique dans les deux. Donc, si je n'ai pas le droit d'aller manifester pacifiquement, encore une fois, parce que certains détraqueurs sur les réseaux me reprochent de piller de l'aide humanitaire, etc. Je n'ai jamais rien fait de la sorte. J'ai toujours été dans mon droit démocratique et j'ai toujours manifesté pacifiquement. Si brandir un drapeau israélien en Israël ou ailleurs d'ailleurs est un crime de guerre, alors c'est la porte ouverte pour toutes les personnes qui ont une opinion pro-israélienne comme la mienne, et je la dis ouvertement sur les réseaux, etc., d'être demain, pareil, poursuivi en justice pour génocide, pro-génocide, enfin, you name it, peu importe, puisqu'on est c'est de la folie. Et surtout, et c'est ça qui m'envoie, juste un dernier mot, parce que c'est ça le plus important, au-delà de Rachel Twitou et Nelly Naouri, nous sommes deux aujourd'hui franco-israéliennes, certes, mais ceux qu'ils souhaitent véritablement et ceux qu'ils ont dans la ligne de mire, ils ne s'en cachent pas, ce sont les soldats de Tsahal, les franco-israéliens. Tous nos valeureux soldats qui se sont battus pour la patrie, qui ont été risqués leur vie pour les otages, qui sont certains d'entre eux encore à Gaza en train de se battre à l'heure dans laquelle on se parle. C'est ces gens-là qui veulent demain poursuivre en justice. Donc ça va créer un précédent si ça évolue, et je ne pense pas que ça puisse évoluer parce que c'est absurde. Ça créerait un précédent pour les franco-israéliens, et ensuite ça sera open bar, ça sera les Espagnols israéliens, les Italiens israéliens et tous les gens avec la double nationalité. C'est un vrai risque, et on en avait parlé aussi avec Nelly Naouri de ce risque pour d'autres franco-israéliens, et plus particulièrement ces soldats qui nous ont protégés et défendus pendant la guerre, un vrai risque. Est-ce que vous craignez, je ne sais pas si vous avez l'intention de repartir, de partir ou d'aller visiter, d'aller en France prochainement, est-ce que vous craignez un retour sur le territoire français ? Écoutez, je vais commencer par le début du coup de votre question. Je suis profondément attachée à ma racine et à ma culture française.
je porte en Israël, c'est ça l'absurde, je pense que vous reconnaissez aussi. En Israël, nous sommes tous français et en France, nous sommes tous israéliens. Mais c'est véritablement ça. Je suis attachée à la langue française, à la culture française, à la nourriture française, à tout ce qui représente les belles choses de la France. La France aujourd'hui, pour moi, c'est un couteau dans le dos, clairement. C'est un couteau de toutes les valeurs occidentales. Et surtout, c'est triste et ça me peine énormément. Maintenant, au-delà de cet aspect-là qui est purement sentimental, il y a un gros sujet, c'est ma sécurité. Oui. Il faut savoir, c'est que mon exposition sur les réseaux et le fait qu'ils m'ont jeté comme ça en pâture, en disant mon nom, enfin en publiant toutes mes informations, il manquerait plus qu'ils me donnent l'adresse. À la limite, s'ils voulaient publier mon adresse, peut-être que l'ambassade m'aurait contacté d'ici depuis, peut-être. En tout cas, aujourd'hui, ma sécurité est véritablement en danger. Je reçois des menaces de mort en profusion, c'est un truc de fou. C'est une dernière question, Rachel, parce qu'on doit terminer. Vous avez parlé des autorités israéliennes. Est-ce que vous comptez demander une sécurité, une protection de la part de l'État d'Israël, des autorités israéliennes en tout cas? Alors, bien sûr, je pense que je vous ai expliqué le rationnel et la stratégie de ces mouvements islamistes et de gauche. D'ailleurs, ils sont associés au FPLP, ce sont des organisations terroristes. C'est juste la France qui décide de ne rien dire. Évidemment, parce que ça va au-delà de moi, et je suis encore une fois une citoyenne franco-israélienne. Ça fait 25 ans que je suis en Israël, j'ai grandi en Israël, je suis israélienne, dans tous les sens du terme, à part l'accent peut-être. Mais encore une fois, oui, le ministère des Affaires étrangères israélien, j'ai entendu dire qu'ils étaient véritablement penchés sur le sujet. On ne m'a pas contacté directement. J'ai mes contacts à la Knesset. J'ai plusieurs députés, dont le député Yossi Tayeb, Dani Louz et Amit Halevi, pour le moment, qui m'ont contacté, qui m'ont donné leur soutien. J'attends de voir. Il va y avoir des commissions à la Knesset. C'est un très très gros sujet qui ne me concerne pas moi directement, parce qu'encore une fois, je suis peut-être la première avec Nili, mais nous ne serons pas les derniers, malheureusement, si nous n'étouffons pas cette chose-là dans l'œuf. Voilà. Bien sûr. En tout cas, merci de votre témoignage et bien sûr, on suivra de très près l'évolution de cette affaire. Merci Rachel Twitou d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup Patrick d'être avec nous. Avant de parler du mal logement justement, puisque c'était important pour vous d'y revenir, je voulais vous faire réagir à cette réquisition en appel contre Marine Le Pen. 4 ans de prison, 5 ans d'inéligibilité. Est-ce que pour vous, il est normal qu'elle puisse donc être empêchée de se présenter en 2027 ? Vous connaissez la règle, c'est qu'on ne commande pas des décisions ou des pré-décisions de justice, mais manifestement le parquet en cour d'appel considère que les faits qui avaient été reprochés à Mme Le Pen en première instance doivent être confirmés. Donc c'est vrai que les nuages s'accumulent sur Mme Le Pen. Voilà, c'est injusticiable comme un autre. Manifestement, elle est considérée comme avoir pris des décisions politiques et financières qui ne sont pas compatibles avec les aspirations qui sont les siennes pour devenir présidente de la République. Donc voilà, laissons faire la justice et nous verrons bien ce qui se passera. Alors on parle politique justement parce que c'est un sujet qui s'invite dans la campagne des municipales. Le mal logement, la Fondation pour le logement vient de publier son 31e rapport. Patrick, quelle est la situation du mal logement en France aujourd'hui ? Écoutez, ce rapport est très attendu tous les ans à la même époque, pendant l'hiver, et il est extrêmement alarmant, puisque cette crise du logement touche aujourd'hui des millions de personnes. Les indicateurs sont inquiétants sur tous les fronts, à l'heure où notre pays compte près de 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc il y a un cumul de problèmes en la matière. Et quand je vous donne un seul chiffre à ce stade, 590 000 personnes sont contraintes aujourd'hui dans notre pays d'être hébergées chez des proches, des oncles, des tantes, leurs parents, soit une hausse de 15% en 7 ans, alors qu'elles devraient avoir un logement autonome. Et en parallèle, en plus, vous y rajoutez la précarité énergétique et l'habitat indigne qui se multiplient. Eh bien voilà, la raréfaction des logements sociaux en cerise sur le gâteau fait que l'accès au logement décent devient de plus en plus difficile. Quelles sont les causes, selon vous, de cette aggravation du mal logement en France, justement ? Alors, c'est une détérioration qui est totalement maintenant argumentée. Elle résulte en grande partie des politiques qui ont été menées depuis maintenant plusieurs années et, pour être très clair, depuis plus de 8 ans, l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Les gouvernements successifs qui ont considéré le logement comme une variable d'ajustement sur le plan budgétaire, comme un outil de réduction des dépenses publiques,
plutôt que comme un droit fondamental, comme l'avait prévu la loi Dallot, la fameuse loi sur le droit au logement opposable de 2007. Pour moi, c'est irresponsable. Ce sont des années de sous-investissement qui ont fragilisé le secteur, et notamment les logements sociaux, et la hausse du chômage, la multiplication des emplois précaires, la dégradation du pouvoir d'achat, les séparations conjugales, qu'il ne faut pas oublier, bien accentuer encore la vulnérabilité de nos concitoyens. Donc le mal logement est devenu malheureusement structurel aujourd'hui en France. Structurel en France, vous le dites. Qu'est-ce que vous suggérez justement pour y remédier ? Alors, vous savez, il faut construire du logement. Moi, j'ai appartenu à un gouvernement qui, à la fin, en 2007, produisait sur un rythme de 500 000 logements par an. Aujourd'hui, on est à moins de 350 000 logements, alors que la population a augmenté et que les problèmes sociaux ont aussi augmenté. Donc, on a de manière multiple, informer, alerter le gouvernement sur la gravité de la situation, et il n'y a jamais eu une mesure prise à la hauteur du besoin. Rien n'a été anticipé. Donc, ce qu'il faut, c'est offrir des logements sociaux en plus, donc y consacrer les moyens financiers pour que les organismes d'HLM puissent construire, en faire une priorité nationale. Et j'en profite d'ailleurs pour dire qu'il serait totalement irresponsable d'alléger les responsabilités des communes en matière de construction de logements sociaux, comme le prévoit la loi SRU, qui a maintenant plus de 25 ans. Il est donc urgent d'engager un grand plan national, et le logement digne, stable, c'est pour moi une condition essentielle contre la pauvreté, préserver la dignité de nos concitoyens. Et ce sera un sujet à l'ordre du jour des municipales, les maires notamment, qui se mobilisent, Patrick. Tout à fait. Ce sera c'est des sujets majeurs, et vous le verrez dans les programmes. Merci beaucoup Patrick Caner d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve dans 2 semaines, chaque mercredi, une semaine sur 2. Merci infiniment. Restez avec nous sur Radio J. Et à la une de la presse israélienne ce matin, la reprise annoncée des discussions entre les États-Unis et l'Iran. Et selon plusieurs quotidiens, Washington a accepté de rencontrer les Iraniens vendredi à Oman, après des pressions appuyées de plusieurs pays arabes qui ont demandé à la Maison-Blanche de ne pas annuler la rencontre. Du point de vue israélien, cette décision est accueillie avec beaucoup de scepticisme. L'administration de Donald Trump affirme qu'elle accepte la réunion par respect pour ses alliés régionaux, mais dit douter fortement des chances de succès. Et ces derniers jours, l'émissaire américain Steve Witkoff était à Jérusalem pour coordonner les positions avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et les responsables sécuritaires. Le Israël Hayom nous dit qu'Israël a fait passer un message clair. On ne peut pas faire confiance à Téhéran. Sécuritaire à présent avec les analystes militaires des quotidiens israéliens qui estiment que les signes d'un possible retour d'un combat à Gaza se multiplient. Et c'est le Yediot Ahronot qui en parle particulièrement ce matin. L'armée israélienne se prépare à l'éventualité d'une reprise des opérations dans les prochains mois. La récente attaque au cours de laquelle un officier de réserve a été grièvement blessé s'ajoute à des violations quasi quotidiennes du cessez-le-feu par le Hamas. À Tsahal, on estime que l'organisation se réarme, constitue ses unités et tente régulièrement de frapper les forces israéliennes. Dans ce contexte, Tsahal prépare différents scénarios, y compris un nouveau manœuvre terrestre et ce qui impliquerait une mobilisation élargie des réservistes malgré la promesse de limiter leur engagement cette année. Et puis autre sujet d'inquiétude pour Jérusalem, le rapprochement entre la Turquie et le Qatar concernant la bande de Gaza. C'est Mekor Rishon dans son site qui évoque le rapprochement stratégique entre la Turquie et le Qatar, un axe qui se renforce depuis plusieurs mois. Le président turc multiplie les initiatives diplomatiques dans la région avec le soutien appuyé de Doha. Coopération militaire, accord économique, coordination politique, une alliance qui dépasse largement le cadre économique. Et selon le quotidien, cet axe Ankara-Doha cherche à s'imposer comme un acteur central du Moyen-Orient, capable de dialoguer avec plusieurs camps à la fois, une dynamique qui pourrait complexifier la marge de manœuvre d'Israël, notamment dans la bande de Gaza. Puis la presse de ce matin révèle les dessous d'une affaire sécuritaire jugée très grave. Et c'est le site Ynet qui nous en dit plus avec des actes d'accusation
et qui ont été déposés contre un réseau de contrebande vers la bande de Gaza. 12 personnes sont mises en cause, dont des soldats de réserve et aussi, on va en parler, le frère du chef du Shabak, David et Bezalel Zini. Elles sont soupçonnées d'avoir fait passer des marchandises interdites vers Gaza pendant la guerre au profit du Hamas, cigarettes, matériel électronique, batteries, pièces détachées, des produits qui auraient généré des millions de shekels. Les enquêteurs parlent d'une organisation structurée utilisant parfois des uniformes et des véhicules militaires pour masquer les transferts. Une affaire grave qui touche directement à la sécurité nationale mais met en lumière des failles en pleine période de guerre. Et toujours dans le même sujet, le frère du chef du Shin Bet risque d'être inquiété par la justice donc dans le cadre de cette affaire de contrebande. Selon une révélation publiée ce soir par la chaîne E24 News, Bezalel Zini, le frère donc du chef du Shin Bet, David Zini, sera inculpé dès aujourd'hui pour aide à l'ennemi en temps de guerre. Il s'agit de l'un des chefs d'accusation les plus lourds du code pénal israélien. Bezalel Zini est soupçonné d'avoir donc agi pendant son service de réserve avec 2 autres soldats. La justice précise que cette affaire n'aura pas d'impact sur les fonctions du chef du Shin Bet, malgré donc le lien familial. Puis nouveau bras de fer entre la Cour suprême et le gouvernement. La Cour suprême a ordonné au Premier ministre Benjamin Netanyahou d'expliquer pourquoi il n'a pas limogé le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. C'est un ordre conditionnel qui a été émis après plusieurs recours déposés par les organisations de la société civile et c'est ce que nous apprend ce matin le Israël Hayom. La procureure générale devra répondre d'ici le 24 février. Netanyahou et Ben-Gvir auront jusqu'au 10 mars et l'audience est fixée au 24 mars devant une formation élargie de 9 juges de la Cour suprême d'Israël. Dans la foulée, les réactions politiques ont été extrêmement virulentes. Ben-Gvir accuse la Cour de vouloir se substituer au choix des électeurs et le ministre de la Justice, Yariv Levin, parle lui d'un risque de crise constitutionnelle et affirme que seul le Premier ministre a le pouvoir de révoquer un ministre. Plusieurs ministres aussi de la coalition appellent Benjamin Netanyahou à ne pas appliquer une éventuelle décision de la Cour suprême. Et les quotidiens de ce matin reviennent aussi sur la colère des producteurs de lait et expliquent pourquoi ils sont descendus dans la rue. Au cœur de leur mobilisation, le projet de libéralisation du marché du lait porté par le ministre des Finances, Bezalel Smotrich. C'est ce que souligne notamment le Maariv. Cette réforme prévoit une réduction progressive des quotas de production et une ouverture accrue à la concurrence avec un objectif affiché, faire baisser les prix pour les consommateurs. Mais selon les éleveurs, cette politique est déconnectée de la réalité sur le terrain. Et ils expliquent que sans mécanisme de protection suffisant, les petites et moyennes exploitations ne pourront pas survivre face aux grands groupes et aux importations. Et nous terminons avec des chiffres étonnants de la Aliyah en provenance de Londres. En effet, le quotidien Israël Hayom nous explique ce matin et s'intéresse plus particulièrement à la hausse marquante de la Aliyah en provenance de Grande-Bretagne. Le Israël Hayom nous apprend qu'en 2025, un nombre record d'olim d'origine britannique s'est installé en Israël, le plus élevé depuis 20 ans. La principale raison avancée est claire, la montée de l'antisémitisme au Royaume-Uni, en particulier à Londres où vit une grande partie de la communauté juive. Selon les témoignages recueillis, de nombreux jeunes juifs britanniques disent ne plus se projeter dans leur pays d'origine. Certains évoquent un climat devenu hostile depuis le 7 octobre. D'autres pointent le traitement médiatique du conflit et le manque de protection des autorités. Vous êtes avec nous, Déborah. Merci. On est en direct. Vous êtes responsable de Eshet Chayil. C'est une, je sais pas, un comité. C'est pas une association, mais un comité. C'est une association, oui, déclarée association. D'accord. Une association de femmes de Tel Aviv qui est rattachée à la synagogue du Rav Seror, c'est ça?
C'est une association de femmes, oui, mais depuis quelque temps, nous embauchons aussi des hommes, parce que nous avons eu très forte affaire au début de la guerre. Nous nous sommes occupés des réfugiés dans les hôtels. Les hommes ont été très, très, très forts puisqu'ils nous ont aidés à porter les plus lourds, les vêtements, les chaussures pour les enfants. Nous avons fait énormément de choses avec eux. Et donc, ils font partie de notre... de votre association. Alors, voilà. Vous avez organisé, Déborah, une manifestation, un rassemblement, en tout cas, peut-être plus exactement, qui a eu lieu avant-hier, si je me trompe pas. Lundi soir. Lundi soir, à Tel Aviv. Sur la place de la Bima, et c'était en soutien aux femmes iraniennes. Pourquoi avoir organisé ce rassemblement ? Il y a fort longtemps que je regarde malheureusement les catastrophes humaines qui se passent en Iran. Lorsqu'il y avait la guerre avec l'Iran chez nous, je pensais aux femmes et aux enfants sous les bombardements qui avaient peur comme nous. Et je me disais, ils sont des innocents que les ayatollahs ont mis en otage, et que si j'avais la force, je ferais quelque chose pour eux. Pour elle. Un jour, j'ai vu une jeune femme se promener toute nue, je crois, sur une place, et je me disais, la pauvre, qu'est-ce qui va lui arriver après ? Et bien, j'ai tout doucement réalisé qu'il fallait agir. Vous avez été touché par le sort de ces femmes, et plus particulièrement dernièrement avec les manifestations qui ont eu lieu dans les rues d'Iran, à Téhéran et d'autres villes. Et alors, comment l'idée de ce rassemblement est-il né chez vous ? Quand j'ai vu le nombre de décès qu'il y avait au milieu des manifestations sur lesquelles on tirait quasiment à bout portant, j'ai même appris qu'ils avaient engagé d'autres peuples à venir tuer. Et j'ai dit, personne ne parle à travers le monde, on n'en parle pas, personne n'a élevé le ton pour dire arrêtez le massacre. Ça a duré des jours, 30 000 morts. Et jeudi dernier, je me suis dit, allez, je vais tenter. Je ne suis pas seule, j'ai beaucoup d'amis, je vais initier ça. J'ai fait faire une affiche par un graphiste. Et je l'ai publié dans tous les WhatsApp seulement. Je n'avais pas d'autre moyen de le clamer. Et lundi soir, on s'est retrouvés à 18h avec une cinquantaine de personnes, des personnes vraiment concernées. Moi, je suis plutôt dans un milieu de retraités, mais là, il y avait des jeunes, des couples de la cinquantaine, des étudiants, et je me suis dit, c'est un départ. J'ai été encouragée. Et c'est la plupart j'attendais des intervenants, mais ils n'étaient pas là. Et le Rav Seror est arrivé, il a fait un discours formidable. Et les gens ont été galvanisés, je peux dire. On a chanté et on s'est dit, on va se retrouver lundi prochain. À partir de maintenant, on va se retrouver tous les lundis pour donner notre soutien au peuple iranien et pour dire aux ayatollahs de dégager. On a compris le sens de votre démarche, de cette manifestation en faveur des femmes iraniennes. Une première manifestation qui a eu lieu donc ce lundi à Tel Aviv à la Bima, et qui aura lieu donc à partir donc de lundi prochain et tous les lundis d'après pendant donc plusieurs semaines, pour apporter son soutien et venir donc en aide aux femmes iraniennes qui sont aujourd'hui donc manifestent aussi et qui sont dans les rues de Téhéran et d'autres villes iraniennes. Merci Déborah, je suis désolé que nous soyons obligés de finir cette interview de cette façon, mais on a compris le sens de votre démarche. Merci beaucoup Déborah Pevzner d'avoir été avec nous. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la tendance au pessimisme ombrageux et au dénigrement systématique, qui constitue depuis longtemps un choix délibéré et presque une mode pour les grands médias israéliens mainstream, s'est beaucoup accentuée depuis le désastre du 7 octobre 2023 et ses suites pour le pays. Mais pourrait-il en être autrement ?
On peut évidemment concevoir qu'après plus de 2 années de cette longue guerre régionale menée sur 7 fronts différents par Tsahal, avec ses longs cortèges de victimes, de blessés, de familles touchées, et plus précisément en cette période assez anxiogène, d'attente de plus en plus tendue de ce qui risque d'advenir prochainement avec l'Iran, les médias israéliens ne diffusent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, des nouvelles positives et rassurantes. Mais il ne s'agit pas là, en fait, d'un problème conjoncturel qui serait relié aux actualités du jour, mais bien d'un problème structurel en rapport avec les postures adoptées depuis des décennies par la plupart des médias israéliens influents dans la société de l'État hébreu. Et notamment de cette habitude négative devenue un véritable réflexe pavlovien de donner sans cesse priorité au verre à moitié vide en lieu et place du verre à moitié plein. Il est vrai que voilà longtemps qu'on enseigne dans les écoles de journalisme occidentales que tout journaliste respectable se doit d'informer son public sur les trains qui arrivent en retard et non pas à l'heure, ainsi que sur les chiens qui se font mordre par leur maître et non l'inverse. Mais en Israël, ces conseils professionnels apparemment de bonne aloi ont tendance, quand ils se superposent à un certain pessimisme juif assez tragique et atavique, à se transformer en une fort mauvaise habitude. Surtout quand les médias en question affichent dans ce pays leurs propres agendas et leurs priorités politiques idéologiques très marquées à gauche. Et pourtant, même en cette période de haute tension et tout en respectant les plus pures règles déontologiques, les Israéliens pourraient être informés de manière moins pessimiste et plus équilibrée. Voici donc quelques exemples récents tirés ces dernières semaines du flot incessant des nouvelles concernant Israël qui auraient pu inspirer nos médias et nous faire mieux respirer. Ainsi, le journal britannique The Economist a-t-il classé au 3e rang mondial l'économie israélienne dans son palmarès de l'année 2025, pourtant la seconde année de la guerre régionale pour le pays, tout en qualifiant le marché boursier de Tel Aviv de plus performant du monde, ce qui contraste singulièrement avec les projections catastrophiques entendues en 2023 pendant l'année des protestations contre la réforme judiciaire, où les médias locaux annonçaient à n'en plus finir que l'économie nationale dégringolait dans un gouffre sans fin, que tous les génies talentueux du high-tech partaient en masse à l'étranger en emmenant leur argent et qu'aucun investisseur sérieux ne souhaitait placer ses billes en Israël. Alors que fort peu de médias ont ici commenté ce classement de l'Économiste, on peut être certain que ces mêmes médias auraient fait leur chou gras en titre à sensation si Israël avait été classé 33e et non pas 3e dans ce palmarès. Même contraste quelques jours plus tard quand on a appris qu'Israël venait de signer un contrat fabuleux de 35 milliards de dollars avec l'Égypte pour lui exporter son gaz naturel. Nos médias se sont plu davantage à répercuter les assertions du Caire selon lesquelles cet accord n'avait en fait aucune implication politique, au lieu d'expliquer aux Israéliens la gigantesque signification géopolitique de ce deal historique. Or, ce n'est pas tout. On apprenait le lendemain que l'énorme groupe technologique mondial Nvidia a décidé de construire un immense campus high-tech à Kiryat Tivon qui générera au moins 10 000 emplois, une nouvelle aussitôt éclairée par l'annonce de la pétition de milliers d'acteurs et de directeurs de l'industrie internationale du film boycottant Israël à cause de la guerre à Gaza. Puis se succédèrent encore d'autres bonnes nouvelles géopolitiques et économiques volontairement minimisées par nos médias. Par exemple, le fait que l'Allemagne, qui venait de déployer sur son sol la première batterie d'antimissiles Hetz achetée à Israël, allait encore en commander plusieurs autres. Ou bien le fait que l'inflation des 2 derniers mois de l'année était tombée à 2,5%, le taux le plus bas depuis longtemps. Même minimisation médiatique par les grands titres de la presse nationale d'une autre excellente nouvelle géopolitique et diplomatique, quand le quotidien américain The Washington Post a publié voilà quelques jours à peine de larges extraits d'un tout récent rapport du département national de défense stratégique, le DNDS du Pentagone, qualifiant pour la première fois de son histoire Israël, je cite, d'allié modèle, très au-dessus des partenaires saoudiens, turcs ou qataris des États-Unis. Le tout en ajoutant une remarque sans précédent de la part d'un institut lié au Pentagone, qui est la suivante: il existe désormais de nouvelles opportunités pour qu'Israël puisse mieux se défendre lui-même tout en promouvant ensemble nos intérêts communs au Moyen-Orient. Fin de citation. Or, on imagine à l'inverse quels titres et quels articles dithyrambiques on aurait pu découvrir dans ces mêmes journaux, dans le cas inverse où ce rapport aurait été très défavorable à Israël. Tout cela confirme ce réflexe aussi familier que catastrophiste de l'écrasante majorité de nos médias. Toute critique à l'encontre d'Israël venant de Washington suscite chaque fois une grande attention et de nombreux commentaires de presse, alors qu'affirmer qu'Israël est un allié modèle de l'Amérique dans sa stratégie régionale est tout bonnement passé sous silence. Alors jusqu'à quand ce déséquilibre et cette dichotomie médiatique israélienne tellement fauteur de pessimisme ?
Et nous recevons à présent Georges Elia Sarfati, philosophe et psychanalyste. Il sera à Jérusalem la semaine prochaine, le 11 février, pour présenter 2 ouvrages, La Grande Désaffiliation, consacrée à la crise de l'identité européenne, et puis La Révolution juive, traduction d'un texte majeur d'Israël Eldad. 2 livres, 2 mondes en apparence, mais peut-être, est-ce que nous allons essayer de voir avec Georges Elia Sarfati, peut-être une même question de fond. Georges Elia Sarfati, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Olivier Granilic, merci de votre invitation. Alors pour commencer, on va commencer d'abord par votre essai, votre dernier essai qui s'intitule « La grande désaffiliation ». Expliquez-nous ce concept, ce mot de désaffiliation. Alors la notion de désaffiliation a déjà été beaucoup travaillée par un certain nombre de sociologues. En l'espèce, je reprends cette notion de désaffiliation pour l'appliquer à la situation que connaît l'Europe depuis plusieurs décennies, et dans une perspective qui consiste à mettre en évidence les différents aspects sous lesquels cette Europe, promise à l'unité des nations, en réalité est entrée dans un processus d'involution, un processus de dissolution de son identité culturelle, politique, y compris morale. Donc voilà un peu la perspective, et évidemment, il y a une mise en corrélation apparente également, mais qu'on pourra sans doute approfondir, avec la pensée d'Israël Eldad, qu'il a formulée dans les années 70. On va encore parler de cet ouvrage et de ce déclin. De quoi parle cet ouvrage? En fait, c'est un déclin des valeurs de la vieille Europe. C'est ça que vous décrivez? Alors en fait, la vieille Europe, si on veut, oui, au sens classique de l'expression vieille Europe, quand on veut rapporter l'Europe et identifier l'Europe comme il se doit à la philosophie des Lumières et à la philosophie du progrès fondée sur le principe de l'émancipation, le règne de la rationalité, de l'exigence d'un véritable universalisme. Et en fait, cette fameuse vieille Europe a été ce qu'elle a été jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, la libération, la défaite du nazisme, avec le grand projet d'unification des nations européennes dans une perspective qui serait enfin celle de la coexistence pacifique, qui serait de nature à exacerber, à valoriser des valeurs communes de portée universelle, qui ne concerneraient pas seulement l'Europe, mais l'humanité entière. Or, l'Europe, comme vous le dites, la vieille Europe, l'Europe des Lumières, n'est plus ce qu'elle promettait d'être. Et à partir du moment où l'Europe s'est transformée en Union européenne, elle est entrée dans un processus de dévoiement de son projet initial. Alors, évidemment, au centre de cette évolution que je qualifierais de délétère et de regrettable, se trouve, une fois de plus, j'allais dire, la question d'Israël et la question du rapport au peuple juif. J'observe, mais je ne fais que reprendre et mettre en ordre un certain nombre d'informations très précieuses qui ont été mises en évidence par Madame Battieur dans ses travaux très importants sur l'arabisation de l'Europe, de montrer comment ce déclin de l'Europe a coïncidé avec une initiative qui remonte à la période de la guerre des 6 jours. C'est-à-dire le retournement de l'Europe et le développement d'un antisionisme qui avait pour condition, ce qui s'est accentué à partir de 1973 et du choc pétrolier, d'une certaine manière d'obtenir des hydrocarbures en échange, au point de vue de la coopération des États islamiques, en échange de la divulgation et de la diffusion à grande échelle du narratif palestinien. Et en fait, on observe une montée en puissance d'une nouvelle idéologie eurabienne qui a aujourd'hui fait souche dans le sens commun, dans les mentalités. Les gens ne connaissent plus l'histoire et nous sommes dans une situation qui indique que l'Europe n'est plus l'Europe des nations. Et cette crise identitaire, d'après vous, est-ce qu'elle a des conséquences sur la vie politique, sociale en Europe ? Elle a des conséquences très nombreuses. Elle a des conséquences sur, je dirais, la qualité des institutions, la qualité du lien social. La transmission historique et culturelle ont été déracinées et de manière politique. Enfin, on perçoit qu'il y a eu un véritable projet. Il y a aussi une désaffiliation en matière de souveraineté des identités nationales, comme je l'ai indiqué, et une désaffiliation par rapport aux appartenances fondamentales de ce qu'on appelle l'Europe classique, l'Europe, y compris l'Europe qui a triomphé des totalitarismes. Alors, mais on a vu se mettre en place une nouvelle orientation qui n'est pas moins totalitaire, même si c'est un totalitarisme soft, qui a en son cœur un antisémitisme d'un nouveau genre.
Alors, vous serez donc à Jérusalem la semaine prochaine au centre Begin pour parler donc de cet ouvrage consacré à l'Europe. Et puis, vous allez parler d'un autre ouvrage. C'est une traduction que vous avez faite de la Révolution juive, d'un texte d'Israël Eldad. D'abord, quelques mots sur Israël Eldad pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, je rappelle que Israël Eldad est un grand penseur du sionisme. C'est un disciple de Vladimir Jabotinsky. Il a vécu entre 1910 et 1996. Et il a été le chef du Lehi, l'un des 3 chefs du Lehi en 1942. Et en 1971, il a mis par écrit l'ensemble de ses conceptions dans un ouvrage qui avait pour titre initial en hébreu Ha'mahapecha ha'ivrit, c'est-à-dire la révolution hébraïque. Le texte n'a jamais apparu en hébreu, mais il a connu une traduction anglaise en 1971, et c'est sur la base de la 2e édition de cette traduction que je me suis fondé pour traduire le texte en langue française aux éditions Hermann. Donc c'est en français, le titre, c'est la Révolution juive. Hein, Exactement. En fait, c'est un décalque de la révolution de Jewish Revolution, le titre anglais. Et il est dommage que l'expression même initiale choisie par Eldad n'ait pas été retenue, la révolution hébraïque, parce qu'en fait, il s'agit effectivement, et ça parlera aux auditeurs francophones, de montrer comment on passe de l'identité juive à l'identité hébraïque au sens où l'enseignait Léon Ashkenazi. C'est un livre qui parle aussi d'identité dans les deux cas. Est-ce qu'il y a donc quelque part un rapport entre ces deux ouvrages ? Alors le rapport est direct et le mien tente de mettre en perspective les acquis de la pensée de Eldad tout en éclairant le versant européen de la crise, ce qu'il fait de manière secondaire. Tandis que dans ma perspective, il s'agit de me situer au point de vue européen pour montrer comment ce que Eldad met en évidence est en fin de compte une sorte d'effet en miroir. Tandis que le peuple d'Israël s'affirme et s'affilie, réaffirme ses fondements historiques, culturels, politiques, éthiques. L'Europe connaît un processus littéralement inverse. Donc, de faire apparaître cette antinomie et en même temps un état une relation dynamique entre les deux qui fait que dans un cas comme dans l'autre, rien n'est jamais joué. Pour terminer, une petite question peut-être un peu plus personnelle, Georges-Elia Sarfati. Pourquoi avoir choisi justement ce moment-là, après le 7 octobre, après tout ce que nous avons vécu, le choix de ces deux ouvrages ? Est-ce qu'il y a derrière cela une volonté d'exprimer quelque chose ? Oui, naturellement, il y a la volonté de prendre la mesure des effets en retour du 7 octobre, qui a été un traumatisme collectif autant qu'individuel, et de montrer que cet événement a une double résonance. Une résonance parce que c'est un événement qui a eu des conséquences majeures sur les mentalités européennes, dont on a vu qu'elle a déclenché un repositionnement des plus négatifs par rapport à Israël, avec une mise en minorité de ceux qui défendaient le projet sioniste, et que de l'autre côté, tandis que l'Europe entre dans cette perspective délétère, Israël s'affirme et remembre en quelque sorte, réaffirme son enracinement. Donc ce que je voulais faire apparaître, c'est en quoi ces deux perspectives d'une certaine manière se complètent, puisque comme on le sait, le sionisme est aussi un enfant de la Scala. Et donc, il m'intéressait de considérer comment l'affirmation d'Israël se jouait en regard des sources qui ont tendance à s'effacer au fur et à mesure que l'histoire de l'Europe se développe. Alors, pour ceux qui voudront en savoir un peu plus et surtout vous écouter, vous serez donc mercredi prochain, plus exactement, le 11 février, au centre Begin à Jérusalem pour une conférence sur ces deux ouvrages et sur les sujets surtout que nous avons évoqués. Ce sera donc au Centre Begin et il faut bien entendu réserver sur le site du Centre Begin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Georges-Elia Sarfati, ce matin, et bonne journée à vous. À très bientôt. Merci sur Studio Kelita. Bonne journée. Merci.